Cette semaine dans Paname, du cristal, des écluses, des gremlins et des croissants. En plein cœur de Paris, le canal Saint-Martin donne envie de prendre son temps, de flâner le long des quais pavés sous les platanes et les marronniers, d'enjamber les passerelles usées par les promeneurs romantiques et leurs secrets inavouables. À quelques pas du canal se cache le maître du croissant. Il y a 13 ans, Christophe travaillait dans la mode quand il a eu une révélation, fabriquer un bon pain à partager entre amis. Dans la foulée, il est tombé amoureux de cette boulangerie de la rue Yves Toudic. Bonjour madame, je cherche le boss, il est là? Oui, faites le tour, il va vous ouvrir. Ça marche. Salut Christophe, Ça va? ça va ce matin? Ouais. Par ici. Hop, C'est la attention course, à la là. tête. Alors, On dit moi Christophe, c'est somptueux voilà la ici. boutique. Waouh. Je comprends que t'es craqué. Boutique qui date de 1875. Classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, plafond, façade, intérieur. Ça a toujours été une boulangerie? Ça a toujours été une boulangerie depuis un siècle et demi. Ici, pas de salade ni de pâtisserie, uniquement du pain et quelques viennoiseries. Une philosophie bien particulière pour une fabrication dans les règles de l'art et dans le respect des produits. Ça, c'est une pâte briochée feuilletée, c'est la pâte à croissant. Là, les chocolatines, donc 2 barres de chocolat. Ah, il y a double dose ici. Ah ben, on fait les choses avec amour et avec passion. Tu vois, les ingrédients, on utilise des œufs. Regarde, ça, c'est des œufs de ferme en agriculture biologique. Le lait, regarde, c'est la même chose. Tu vois, tu as une couche de crème sur le dessus, tu vois là. Parce que ça, c'est pas de la race Holstein, c'est une race ancienne, c'est la plus petite race à lait, la Jersiaise, et qui te donne un lait. Tu as l'impression que c'est de la crème. On cherche le goût avant tout. Et pas de compromis là-dessus, donc on va chercher les meilleurs ingrédients du marché. On essaye toujours de trouver autre chose et on s'applique pour faire quelque chose qui, au niveau du goût et des émotions, te donne le maximum. Mais Christophe, en dehors des bons ingrédients, il y a aussi un petit secret, un petit tour Ah ben, de il y a main un pour- énorme secret, il y a le tour Oui. de main. Il y a Alors qu'est-ce qui fait la un bon mise en croissant œuvre. ou une bonne chocolatine? Alors, le bon croissant, une bonne chocolatine, avant tout, c'est du temps. C'est-à-dire que la pâte, tu vois, cette pâte-là que je suis en train de rouler, ça c'est la dernière étape, elle a déjà fermenté pendant presque 30 heures. Et cette fermentation va donner un bouquet d'arômes très large, très subtil, alors que si on l'avait fait fermenter que quelques heures et qu'on avait blindé avec du beurre en disant voilà, ça va être meilleur, il y a plein de beurre, on n'aurait que le beurre et rien d'autre. Le drame, je trouve, c'est que dans notre société moderne, depuis les années 50, on vit dans une société où on est pressé par le temps, et il y a des métiers où on n'aurait surtout pas dû toucher au temps, parce que le temps, c'est la clé de voûte du système. Christophe, on te sent super passionné, c'est un combat aussi pour toi? T'as raison, c'est un combat. Je pense que ce que je fais là, c'est quelque chose de militant. Vraiment. Il n'y a aucune raison que je déroge à cette règle parce que c'est la mienne et je me reconnais pas autrement. Donc après que d'autres la partagent pas, très bien, c'est leur choix. Mais je ferai pas les choses autrement parce que c'est là-dedans que je me reconnais. Tu vois? Voilà. Là, l'idée, c'est un chausson de pâte assez léger avec juste le fruit. C'est juste une pomme. C'est juste une Il y a rien demi-pomme. de rajouté, Non, pas de beurre, sucre, pas de beurre, rien du tout. L'idée, c'est vraiment quelque chose, un exercice d'équilibriste, quoi. Quelque chose de délicat. Non, c'est magnifique. La chocolatine, alors là, je voudrais te montrer un truc. Il y a des tas de gens qui se demandent « Ouais, mais comment on fait pour voir que c'est des croissants faits maison ?» Bah, vous voyez, il y a un truc. Le croissant industriel, le dessus, là, si tu tapotes, ça part en paillettes. Là, ça part pas du tout en paillettes. Et mieux que ça, regardez avec le doigt, je te décolle. Voilà.
un morceau entier. Et Alors on peut ça, presque le redéfaire. ben voilà, ben c'est comme les feuilles d'un bouquin, tu vois, tu On peux voit le- bien, tu peux ouais. l'ouvrir et regarde. Voilà. Voilà, les 2 barres de chocolat, la chocolatine. Légèrement brioché. Ben, c'est une pâte briochée feuilletée, hein. Voilà. Avec un chocolat bien présent. Dis-moi, Christophe, Oui. c'était pas ton métier, toi? Non. Alors, c'était pas mon métier, mais en même temps, depuis que je suis tout petit, moi, je suis passionné par la bouffe. Je pense que j'ai intégré l'oralité comme étant un moyen d'expression et surtout plus que ça, un moyen de donner de l'amour aux gens. On peut, via la cuisine, donc là, c'est de la boulangerie, mais un chef cuisinier te dira la même chose, on peut transmettre du bien aux gens. On ne sait pas juste les nourrir, c'est aussi leur donner le sourire, c'est leur mettre un rayon de soleil un jour de pluie, tu vois, c'est... Le pain, c'est, regarde, dans notre univers linguistique, toutes les expressions autour du pain, triste comme un jour sans pain, bon comme le pain, manger son pain noir, enfin, voilà, on est viscéralement attaché à ça. Alors, triste comme un jour sans pain, justement. Le samedi et le dimanche, t'es pas ouvert, toi. Mais oui, mais voilà, le dimanche, on ne travaille pas, le dimanche, on dort. Mais moi, j'irai encore plus loin que ça. On partage un repas en famille, on lit, on coupe la télévision. Putain, on booking, quoi. On parle, on se remet à parler. Voilà, on vit, on respire, on se pose. Et ça, dans notre société qui est devenue frénétique, on ne sait plus faire. Et c'est pour ça que cet exercice, je le fais. Alors, je vous rassure, le pain, là, tiens, tu vois, tu me dis, mais t'es fermé le week-end? Ben oui, mais moi, il se conserve 4 à 5 jours. On peut lâcher le vendredi et le manger le lundi. Exactement, tu le manges jusqu'au mercredi qui suit. Mais c'est le principe, tu vois. Comme autrefois, comme le Comme pain d'autrefois. autrefois. Et comment il s'appelle, ce pain? Ah ben, le pain, il a un nom assez symbolique, c'est le pain des amis. Ben, tout est dit. Voilà. Allez, laissons Christophe à son fournil, je vous emmène à présent à l'écluse du Temple. La dernière sur le canal avant que l'eau ne se jette sous terre en direction de la Bastille. Là, je vais retrouver Alain au poste de commande des écluses. Il a promis de m'expliquer comment tout ça fonctionne. Ouais, est-ce que tu pourrais reculer un peu le bateau là parce que sinon je vais le mouiller hein. L'hiver, le trafic est assez calme sur le canal Saint-Martin. Mais l'été, le poste de commande du Temple, sans exagérer, c'est la tour de contrôle de Roissy. Et le boulanger? Ouais, rentre dis donc. Je vous ai apporté très des bien. croissants. Oh, c'est trop gentil. Mais il fallait pas. Hein. J'ai déjà mangé. Nous, on commence le matin à 6h, vous voyez. Hein. Ah, vous êtes Ça des y est, mais matinaux. quand même, Bon, bah, je on pas les ça, laisse de moi, côté. Ouais. ouais. Mais comment ça se passe là? Parce que c'est fini l'époque des éclusiers dehors, Ben, ça, tout c'est- est informatisé là? Oui, maintenant depuis 2012. Maintenant, c'est le canal Saint-Martin est géré en totalité par ce PC là. Comment ça On gère les fonctionne? 9 écluses 9 écluses et 2 ponts tournants. entre le port de la Sornelle? Et le bassin de la Villette. D'accord. Et tout ça est géré avec la souris? Voilà, une souris, un double clic, on ouvre et on ferme les écluses. Voilà. Ah, montrez-moi C'est comment tout à fait comment ça se simple. passe. Là, c'est quoi? C'est les portes des écluses? Alors là, ça c'est les portes, vous voyez. Et les petits pavés, là, c'est les ventelles. C'est quoi les dentelles? C'est des crémaillères qu'on actionne et qui ouvrent des clapets au fond des portes pour libérer l'eau. Ah vous oui, voyez, pour, le système des vases communicants. Hein. C'est tout simplement tout à fait simple. C'est pour faire monter l'eau ou le faire baisser? D'accord. Exactement. Et donc vous cliquez, ça ouvre, ça ferme? Voilà, exactement. Dites-moi Alain, comment ça marchait avant l'informatique? Voilà, c'est électrique. Hein. Le fonctionnement de l'écluse se passe ici, une borne. Voilà, je vais vous faire voir le fonctionnement de l'écluse là. Démarrage du moteur. Eh ben ça marche pas, c'est en panne. C'est C'est incroyable. Ah bah voilà, c'est mieux l'informatique Mais alors. attendez, on va aller directement sur place. Donc là on est sur un autre poste. Voilà. Alors, je vais faire voir le fonctionnement. Fermeture des vantaux. Là, ça marche. Enfin ça Et fonctionne. c'est parti. Ensuite, je vais lever les ventelles intermédiaires.
Et c'est ce qu'on voit là, c'est l'eau Voilà, l'eau c'est- qui surgit tout à coup. Voilà, l'éventail libère les petits clapets là, Faut combien de temps pour remplir l'écluse? une dizaine de minutes. C'est bien là, ces petits incidents techniques, ça permet de prendre l'air. Ah oui, ça me rappelle mon bon vieux temps. Ouais, c'est vrai que on fait pas ça souvent. Hein. Les petits problèmes techniques qui arrivent une fois de temps en temps. Hein. Pourquoi vous êtes devenu éclusier, vous Alain? Par amour de l'eau. Amour de l'eau, c'est-à-dire? Ah oui, j'ai toujours été attiré par l'eau, moi. Qui emprunte aujourd'hui ce canal? C'est des bateaux de commerce de passagers et des bateaux de plaisance, principalement. Parce que les bateaux de marchandises, on n'en fait plus d'ailleurs. Avant, les derniers bateaux qu'on faisait, c'était les bateaux chargés de blé qui allaient au Grand Moulin de Pantin. Et puis depuis que le Grand Moulin de Pantin est fermé, on n'a plus de bateaux de fret. C'est nettoyé régulièrement ce canal? Oui, d'ailleurs, ce petit bateau nettoyeur là, qui passe chaque jour sur les canaux. Là. Et le fond du canal, il est souvent nettoyé? Disons, on appelle ça le chômage, hein, on le cure, on le vide à peu près tous les 9-10 ans. Ça se passe comment? Et on vide entièrement le canal, on le met à sec. Comment ça? Simplement en ouvrant les portes d'écluse. Et ça On se met vide des bâtards d'eau en amont de l'écluse de la Villette, vous voyez. Et puis après, on vide le canal. Et en combien de temps c'est vide? 5 à 6 heures, le canal est vide. Et qu'est-ce qu'on trouve alors? Alors là, oh là là. Moi, j'ai trouvé personnellement, j'ai trouvé des armes. Bien sûr qu'on rend à la police, parce que c'est toujours des armes qu'on servi pour faire un casse. Des bijoux aussi, pas mal de bijoux. Comment ça, des bijoux? Ouais. Il y a au dernier chômage, sur la passerelle, là, j'ai trouvé une belle bague avec un solitaire que j'ai offert à mon épouse. Comment c'est arrivé là? Peut-être que les amoureux se sont fâchés et ils se sont quittés sur une passerelle. Alain, je vais vous laisser parce qu'il y a mon ami Frédéric qui m'appelle. J'arrive Frédéric, j'arrive. Voilà. Oh, j'en profite pour terminer. Tac. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah j'ai accroché un cadenas pour nous. Oh, C'est gentil, c'est non gentil. Oh. Et en plus, vous avez avalé la clé. Oui, ça passe pas bien. Hein. Donc dites-moi Frédéric, ça n'a Oui. pas toujours été le canal des amoureux ici. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. On a bossé dans le coin. Bon, c'est une très vieille histoire. Hein. Avant de créer ce canal, les rois de France avaient l'idée d'apporter de l'eau pour abreuver les Parisiens, tout simplement. Donc on allait chercher de l'eau du côté de la rivière l'Ourcq, L''OURCQ. Alors on allait chercher de l'eau, puis on s'est dit on va creuser un canal. François Ier y songe, Henri IV y songe, le lendemain de la Révolution, l'Assemblée constituante en 1790 y songe, paf, ça tombe à l'eau. Bon, alors du coup, il va falloir tomber sur qui? Le premier bonhomme d'envergure qui va avoir son Napoléon. poste. Alors il n'est que Bonaparte à l'époque, mais vous avez raison, c'est lui, c'est Napoléon. Encore lui. Et alors il tape un grand coup sur la table en disant voilà, non seulement il faut apporter de l'eau à Paris, mais en plus il faudrait quand même un canal qui permettrait de pouvoir nourrir Paris aussi, c'est-à-dire faire le transport des biens et des personnes sans passer par la Seine. Parce que vous savez, la Seine, ce sont des méandres comme ça. Et Donc, on va Napoléon, c'est couper à toujours tout travers. droit, hein. Ah, toujours tout droit. Alors ça, c'est sa ligne directrice. Et là, il le fait. 4 km 500. C'est la longueur du canal Saint-Martin. Et puis d'un seul coup, autour du 19e siècle, donc bien après lui, Haussmann, vous connaissez le type des boulevards. Bon, Un peu. il se dit, mais attendez, ça bloque la circulation, c'est bien gentil ça, mais d'un côté, de l'autre, on n'arrive pas à rejoindre les voitures, les véhicules hippomobiles ou automobiles. Donc on va créer une grande surface, on va couvrir littéralement le canal Saint-Martin. Voilà pourquoi On voit on là-bas, le voit hein. là, vous voyez, il descend. Les bateaux passent dessous. Alors figurez-vous qu'on va creuser. Il va falloir creuser profondément. Ben oui, parce qu'il faut passer sous la colonne de la Bastille que l'on voit un petit peu au loin. Alors pour descendre avec ces 25 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas rien quand même, c'est-à-dire que tout au bout là-bas, c'est 25 mètres de haut, et ici c'est 25 mètres plus bas. Donc il va falloir mettre des écluses, 9 écluses en tout, 8 doubles, et puis une simple, sans compter les ponts tournants. Enfin, Deux tout ce qui- ponts tournants, je crois, Ouais, sur le tout. canal Saint-Martin. Mais c'est joli, parce que ça fait toute l'élégance du canal Saint-Martin. Il y a beaucoup de trafic, oui. Ah oui, oui, oui. Il y a eu Alors, beaucoup de trafic. Il y a des petites entreprises qui s'installent un peu partout, des artisans, et puis il y a des hôtels, il y a des restaurants, on y danse, on y joue, mais on y travaille beaucoup. Bref, ce canal Saint-Martin, c'est une page de l'histoire de Paris, un incontournable. Un pont tournant du canal m'empêche de poursuivre mon chemin. Je vais donc prendre le temps de vous raconter une histoire. Celle d'une entreprise historique du quartier, la cristallerie Schweitzer.
Elle s'est installée fin 19e dans les anciennes caves des Vins Nicolas, sur les bords du canal, pour 2 raisons. D'abord, la matière première, le cristal de Lorraine, arrivait par bateau. Ensuite, l'eau du canal alimentait les machines à vapeur nécessaires pour faire tourner les meules. Mais au milieu des années 60, les Français boudent les services en cristal. Monsieur Schweitzer ressent l'activité sur la réparation des verres ébréchés. Aujourd'hui, elles sont 3 jeunes femmes pour continuer le travail et perpétuer la tradition. Qu'est-ce que vous faites, Clément? Là, je travaille sur un bord de verre ébréché. Il avait un éclat et je le mets à plat avec une machine à bande. Là, j'ai plusieurs flûtes en cristal avec justement des petits éclats un petit peu partout, pareil à réparer. Attendez, je vois pas bien, moi. Ah oui, c'est Voilà. pas grand-chose, là. Non, c'est pas grand-chose, mais bon, ça dérange quand même un petit peu le client d'avoir des flûtes ébréchées comme ça Oui. chez lui. Ça coûte cher de faire ça, de se faire De faire réparer, réparer? cher, ça dépend pour qui. Non, les bords de verre, c'est entre 16 à 21 euros TTC. Voilà. Après, tout dépend de l'ébrécheur qu'ils ont sur le bord. Et tous les verres se réparent ou il faut que ce soit du cristal? Ah, tous les verres se réparent. Vous pouvez même réparer votre verre à moutarde. Ça fait cher le verre à moutarde. Ah, mais, j'avais pas pensé à ça. Avec les petits dessins de voilà. Mickey, Ah bah, vous avez le droit. Hein. Ah oui, tiens. Ah bah j'en ai une belle collection. On répare aussi, hein, c'est pas un problème. Comment vous avez appris ce métier, vous? Nous, on a fait un CAP tailleur-graveur sur verre et cristaux à l'École nationale du verre à Yzeure et un brevet des métiers d'art tailleur-graveur sur verre et cristaux. Ah oui, donc c'est une vraie formation. Ah, c'est une vraie formation, puis c'est surtout une vraie passion. C'est une passion pour vous? Ah oui, oui, moi, c'est une passion. Et pourquoi? Je peux pas vous dire, c'est quand on sent le verre sur la meule, je veux dire, le cristal teinte. Et ça fait, on entend la petite musique du cristal, on a plaisir à réparer la pièce. Et puis le fait de sentir le cristal dans les mains, le travailler, d'avoir toutes les matières différentes, je sais pas, c'est un réel plaisir. En réalité, on ne répare pas beaucoup de verres à moutarde chez Schweitzer. À l'entrée de l'atelier sont affichés les chèques des prestigieux clients de la cristallerie. Une véritable histoire de France couplée au bottin mondain. C'est ancien ça ou pas? Ça va être 19e. Et ça, c'est une très jolie pièce de cristal. Ça, c'est du baccarat, donc c'est une jolie pièce. Et surtout, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment tout le côté taille. Toute la taille qu'il y a dessus qui est posée. Pour nous, en tant que tailleur, c'est quelques heures de travail quand même. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette pièce-là? Qu'est-ce qu'il faut lui refaire? Alors, celle-ci, en fait, elle a des petits éclats au niveau des dessins. Tout là où on a déjà pointé au feutre blanc, c'est là où il y a des éclats. Et que ça, vous allez le réparer? Ouais. Là, on va retailler, en fait, pour redessiner les dessins, les resserrer un petit peu plus et enlever les éclats. Ça, c'est combien d'heures de travail? Là, en termes de temps de réparation, on estime à 1h30, 2 heures de travail. Et c'est un vrai savoir-faire, là. Ah ben oui. On met pas Là, ça il entre faut- n'importe quelle main. Non, parce que là, vraiment, il faut se recalquer dans le dessin pour pas tout déformer, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Si C'est-à-dire? on déforme tout le dessin, par exemple, si on appuie trop dans un biseau, on va le grossir, donc on va déformer tous les dessins qui sont à côté. Donc elle aura plus la même élégance. Plus du tout. Et surtout, ça va se voir. Là, c'est en plus un antiquaire qui est très reconnu et qui connaît la carafe. Donc, lui, il le verra tout de suite, il s'est mal fait. Il faut surtout pas que je la fasse Non, tomber. surtout pas. Je la pose délicatement. Merci Brunella. De rien. Je vous la laisse, hein. J'y touche plus. Est-ce que vous entendez le cristal teinté là? Ah bah là, en l'occurrence, oui, là, je l'entends. La petite musique du cristal. Ouais. Il a un petit bruit spécifique, surtout quand on travaille sur les roues comme ça. J'ai l'impression qu'il chante. Vous les connaissez toutes ces meules? J'en connais quelques-unes, celles dont je me sers le plus. Mais je les connais pas toutes. J'ai pas l'occasion de toutes les essayer. Il y en a combien de meules en tout? 380. 380 Ouais. meules. Et Ouais. dites-moi, cette machine, elle est ancestrale? Ah bah celle-là, oui, ça c'est une vieille. Hein. Celle-là, elle date de 1890 et on l'a jamais changée. Oui.
Frédéric, je sors à l'instant de la cristallerie Schweitzer et croyez-moi, il y a une drôle d'atmosphère. Oh, atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ah, Arletty, ça vous dit? Ah oui, ça me Ah, dit le quelque pont, chose. la passerelle. Là. Oui, le canal Saint-Martin, les écluses. Et l'hôtel du Nord. Ah, et quoi? Et l'hôtel du Nord. Ah, bah oui, mais on est juste à côté. Ah bah oui. Ah, bah oui, alors, un lieu magique pour le cinéma, pour les cinéphiles, et puis pour l'histoire du canal, tout simplement. Alors, vous savez que, bon, il a vraiment existé, c'était bien un hôtel, l'hôtel du Nord. Il était dirigé par monsieur et madame Daby. Leur fiston va écrire un livre, un roman, sur l'histoire de ce lieu magique avec 40 petites chambres qui étaient destinées surtout à ceux qui travaillaient autour du canal, les mariniers, les ouvriers, peut-être même ceux qui travaillaient dans la cristallerie puisqu'elle existait déjà. Allez savoir. Et puis ce lieu va devenir emblématique parce que ce livre va être adapté au cinéma par qui? Le grand Marcel Carnet. Et voilà comment tout ça va déboucher sur un film extraordinaire avec Arletty, avec Louis Jouvet, avec Aumont, non mais incroyable, et puis Bernard Blier, et puis des acteurs extraordinaires. Et ce qui est incroyable, c'est que ça n'a absolument pas été tourné ici. Non, tout en studio. Il a voulu, avec Troner, le célèbre créateur d'extraordinaires lieux magiques, ils ont tout recréé en studio. C'est ce qu'ils voulaient, dans les studios de Boulogne-Billancourt. À la fois l'hôtel, mais aussi la rue qui passe devant, et puis même le canal Saint-Martin. Et puis surtout, le lieu a été classé. Oui, parce qu'on a voulu en fait faire du canal, figurez-vous, un lieu pour circuler en voiture. On voulait vider son eau et puis mettre des voitures. Puis tout le monde a écrit en disant mais on va tout casser autour. Ben oui, mais y compris l'hôtel du Nord. Ben oui. Ah ben non. On touche pas. Ah ben non, on touche pas. Mais il a fallu que ça remonte jusqu'à Jack Lang et enfin la décision a été prise en 1989, De classer la façade et la gouttière, c'est et ça? le bord du toit, oui, juste le bord du toit. Parce que c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Donc voilà, on a conservé ça en l'état. Du coup, il y a un nouveau restaurant qui s'est installé. Mais dans les étages, il n'y a plus d'hôtel. Dans les étages, ce sont des lieux d'habitation. À 2 pas de l'hôtel du Nord, une ruelle étroite nous conduit dans un lieu les plus étonnants du quartier. Il réunit un bar, un restaurant, une friperie, une brocante et un studio photo. Au comptoir général, on vient à la découverte des cultures dites ghetto. Ces cultures marginales sont nées spontanément dans la rue, initiées par des populations dont l'esprit de débrouille vient souvent compenser le manque de moyens. La culture ghetto, c'est la récup, la fripe, la musique de rue, l'entraide et au comptoir général, un regard amusé sur l'Afrique postcoloniale qui s'affiche sur les murs et dans les assiettes. Sur plusieurs centaines de mètres carrés, cet espace à la décoration hétéroclite accueille le public du lundi au dimanche et invite à joindre l'utile à l'agréable. Au comptoir général, quand vous achetez une paire de chaussures, vous permettez de salarier un Africain. Des chineurs, par exemple, qui récupèrent les vêtements passés de mode dans leur pays pour les revendre ici. Chaque consommation permet d'investir dans un projet à but humanitaire ou social. À l'intérieur du comptoir général, il y a plusieurs stands. Exactement. On voit là le Petit Noir. Qu'est-ce qui s'y passe exactement dans ce stand? Mais le Petit Noir, c'est le département café du comptoir, c'est la marque du comptoir. Donc l'idée, on s'est associé avec des petits producteurs un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine. Ce sont des producteurs qui produisent des petites quantités en fait, de café qui fonctionnent par précommande. Ça veut dire qu'en 2015, on va leur passer des commandes pour 2016. Comme ça, en fait, ils auront l'argent pour financer leur récolte de l'année prochaine. L'idée, voilà, c'est de les accompagner dans la production et d'exposer en fait, leur café, de vendre leur café ici. Et les gens consomment intelligent et utile. Ici, c'est notre bar Tiki, donc avec des cocktails différents de l'autre bar, inspirés un peu de l'univers Tiki, ambiance hawaïenne. Et ça, ce sont 2 spécialités maison? Oui, ça c'est ce qu'on appelle secousse, ça c'est la star du comptoir, avec de la vodka, du jus de passion et du jus de bissap. Le jus de bissap, c'est de la fleur d'hibiscus qu'on fait infuser et qui après devient un jus. Et nous c'est notre boisson phare ici, le bissap, c'est ce qu'on fait. Et ça c'est un zoulou avec du rhum, de la mangue, du citron et du jus de gingembre. Et ça fait l'effet attendu, la secousse? C'est merveilleux. Tiens, merci de ton accueil. Avec plaisir.
Le chant du ghetto, le cristal et les oiseaux me laissent la délicieuse sensation d'avoir une fois encore voyagé dans le temps et dans le monde, tout simplement dans Paris. Si vous avez envie de prolonger le voyage, retrouvez cette émission sur le site internet de France 3 et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname.